messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le plateau de Live TV, le plateau de Face à la Côte d'Ivoire. Nous revenons 2 semaines après pour évoquer un sujet extrêmement important. Il y a 231 ans, c'est un intellectuel français, Beaumarchais, qui mettait sur la place publique la question de la protection des auteurs, des artistes, des créateurs en un mot. Et la Côte d'Ivoire, dans la foulée, après les indépendances, a décidé de sortir du giron français et donc confiait d'abord aux Français et récupérait en 1981. Donc cela fait à peu près presque 40 ans, on est à 39 ans, que la Côte d'Ivoire créait son propre organisme de gestion des droits d'auteur, appelé Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur. 6 000 sociétaires, 72 000 œuvres à gérer. C'est une organisation très importante. On entend parler dans l'espace public, Burida par-ci, Burida par-là, les artistes, etc. Pourquoi ne pas mettre le directeur général du Burida face à vous, face à la Côte d'Ivoire, pour que nous parlions de cette organisation très importante? Et pour ce faire, nous avons invité M. Karim Ouattara, qui est avec nous aujourd'hui, pour que nous évoquions cette organisation qui tient à cœur à beaucoup de nos concitoyens. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, cher frère. Pour vous interroger, je suis en compagnie d'un de vos sociétaires. Je pense qu'il va quand même pas y aller trop fort, parce qu'il a inscrit des œuvres au Burida. Je ne sais pas si ces œuvres ont beaucoup de succès, mais bon, il va se prononcer là-dessus. Voilà, pour installer un peu le plateau. Tous et Alain, bonsoir. Bonsoir André, bonsoir monsieur DG. Oui, bonsoir Alain. Merci. Monsieur le directeur général, dans cette émission Face à la Côte d'Ivoire, nous avons décidé de faire en sorte que nos autorités, les personnalités de ce pays puissent parler aux Ivoiriens franchement. Et pour ce faire, nous vous ouvrons tout de suite la rubrique Franc-Parler. Et pour cette rubrique Franc-Parler, Toussaint Alain va vous poser la toute première question. D'accord. Monsieur le directeur général, l'actualité en Côte d'Ivoire et particulièrement l'actualité politique a été marquée par 2 événements. Le premier, la nomination d'un vice-président. Et le second, le remaniement ministériel avec l'entrée au gouvernement d'une nouvelle ministre de la Culture, Mme Françoise Remarque. Comment accueillez-vous l'arrivée de cette nouvelle tutelle? Je pensais qu'on parlait de droit d'auteur. Ne vous en faites pas, c'est une entrée en matière. D'accord. Une femme est partie, une autre est venue. Lors de la passation, j'ai constaté une passation très chaleureuse. Elle s'appelait ma sœur, et en toute humilité, ça nous a émus. Et je pense que le monde de la culture va bien, mais je pense que celle qui est venue, elle connaît également le domaine puisqu'elle était dans une maison qui abordait déjà les thématiques culturelles et puis les thématiques du droit d'auteur. Celle qui est partie, elle connaissait également ces différentes thématiques. Il nous appartient, nous qui sommes les collaborateurs proches, d'accompagner la nouvelle venue afin qu'elle puisse réussir la noble mission qui lui est confiée. Alors je vais un peu jouer le poil à gratter. L'ancienne dénomination comportait l'expression industrie des arts. Et cette fois-ci, on parle uniquement du ministère de la Culture et de la Francophonie. Est-ce que l'amputation de la première expression est pour vous une absence d'ambition, notamment de moderniser, de renforcer, de faire de ce secteur global un des pans importants de notre économie? Non, l'appellation d'un ministère ne définit pas en elle seule le contenu, les attributions du ministère. Mais elle dénote une vision. Le ministère peut s'appeler ministère de la Culture. Et puis, à l'intérieur, la feuille de route qui est donnée au ministre de la Culture, il y a l'économie industrielle, culturelle, il y a tout ce qu'on veut y mettre. Donc, il ne faut pas, à mon sens, limiter donc, le contenu, la vocation du ministère à son appellation. Vu qu'il y a une direction générale de l'industrie qui a été créée en fonction donc, de la réorganisation suite au dernier décret réorganisant donc, le ministère de la Culture, il y a des services qui ont été créés. Je ne pense pas que ces services vont certainement disparaître, mais tout dépend de la vision du gouvernement. Mais le gouvernement lui-même parle de plus en plus d'économie culturelle, d'industrialisation du milieu. Donc, à vrai dire, je ne pense que, à mon humble niveau, on ne devrait pas juger juste le contenu d'un ministère
par sa dénomination. Très bien. Je dois vous rappeler que cette émission donc, est intitulée Burida et la problématique du droit d'auteur et surtout des enjeux de la transformation numérique et aussi justement on va dire, de comment payer convenablement les artistes de Côte d'Ivoire. Donc tout de suite, comme il y a beaucoup d'enjeux, on se demande, mais le Burida, au fond, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que les Ivoiriens savent de cette institution? Donc vous allez nous dire, c'est quoi le Burida? Et finalement, il sert à quoi? Le Burida est une société de gestion collective. Très bien. En laquelle les mandants, qui sont nos sociétaires, confient la gestion de leurs droits. C'est-à-dire que les créateurs, les producteurs, les interprètes, qui sont sociétaires, qui créent et autres, disent « nous ne sommes pas capables nous-mêmes de donner les différentes autorisations à tous ceux qui exploitent nos œuvres de manière publique. Nous ne pourrons pas physiquement le faire. Nous mettons en place une société qui est chargée de la faire. » En Côte d'Ivoire, c'est le Burida, et le Burida a été créé par décret. Donc, a une double mission également. Une mission de service public, parce que le Burida doit également plancher sur la politique des droits d'auteur. Et puis, bon, cette mission que les artistes lui confient, à savoir aller collecter véritablement leurs droits et les répartir. Donc, le Burida, pour résumer son rôle, c'est une société qui est chargée de donner les autorisations à tous ceux qui veulent utiliser publiquement les œuvres de l'esprit, qui ensuite est chargée d'aller collecter ses droits et enfin qui les répartit aux sociétaires. Alors, comment se fait cette répartition aux sociétaires? Selon quels critères? Parce qu'on a entendu beaucoup de bruit autour du Burida. C'est quand même rare de ne pas entendre parler du Burida. Ces derniers mois, c'est un peu silence radio, mais il fut une période où c'était quand même très, très agité. Oui, c'était agité parce que certainement qu'à un moment donné, le lien de confiance a peut-être été rompu. Oui. Voilà. Sinon, le règlement de répartition, le règlement d'abord de perception, le règlement de répartition est l'émanation des artistes eux-mêmes. C'est eux qui définissent les règles de répartition. Comment, dans quelles conditions, à travers quoi? À travers une assemblée générale qui valide le règlement de répartition qui est rédigé et qui dit comment on doit répartir. Alors, que dit-il exactement alors? Le règlement de répartition part sur un constat. Vous avez créé une œuvre, vous avez confié la gestion de cette œuvre au Burida, l'œuvre est exploitée devant un public ou bien est recopiée et autres. Le Burida est chargé d'abord de donner l'autorisation à celui qui doit l'exploiter. Pour faire simple, un bar climatisé, enfin une boîte de nuit qui doit jouer de la musique à longueur de nuit, on ne va pas dire de journée, mais à longueur de nuit. La boîte de nuit a l'obligation de venir prendre une autorisation au Burida. Si le Burida n'existait pas, la boîte de nuit était obligée d'aller chez tous ceux qui ont des droits sur l'œuvre afin de prendre leur autorisation et venir jouer l'œuvre. Donc si elle devrait jouer par nuit 100 œuvres musicales, et sachant que sur une œuvre musicale, il y a les auteurs, c'est-à-dire ceux qui ont écrit la chanson, ceux qui ont composé la musique, ceux qui l'interprètent, les musiciens, ceux qui font le chœur, les producteurs et autres, les arrangeurs qui ont des droits sur les œuvres, l'exploitant était obligé de passer chez tous ceux-là, aller prendre leur accord, leur autorisation pour venir jouer une œuvre. Donc sur une œuvre, si vous avez 15 ou 20 personnes qui ont des droits, s'il y a 100 œuvres que vous devez jouer par jour, vous êtes obligé de passer chez 100 fois 20. Vous voyez. Donc dans l'incapacité de le faire, les créateurs confient donc ces droits, la licence, ces droits au Burida. Donc quand le bar ou la boîte de nuit finit de jouer, elle va payer une certaine somme, peut-être 100 000 francs par mois. Les 100 000 francs, la boîte de nuit, selon la loi, est à l'obligation de nous donner sa playlist, que nous appelons le programme. Est-ce que toutes les boîtes de nuit le font? Pour le moment, toutes les boîtes de nuit ne le font pas. Mais après, ils sont dans les capacités de faire ça, eux tous. Ils ont l'obligation de le faire, parce que quand les boîtes de nuit ne le font pas, et qu'elles payent quand même,
D'accord. Vous êtes Le règlement de répartition dont je parlais, qui a été validé même par les artistes, disent que quand c'est comme ça, lorsqu'il n'y a pas de programme, il faut prendre des radios commerciales. Et nous mettons en place une commission de répartition qui est composée des artistes eux-mêmes, membres du conseil d'administration, de gestion et de répartition. Et c'est ceux-là qui disent « prenons telle radio commerciale ». Bon, donc, tout est fait par les artistes eux-mêmes qui fixent leur loi. On n'est plus à l'âge de la pierre taillée. Vous avez les moyens technologiques, quand même, de savoir, de piger, de faire la veille sur la diffusion des œuvres, que ce soit dans les discothèques, dans les maquis, ou même, bien sûr, sur les stations de radio et à la télévision. Comment cela se fait-il que vous en êtes encore au stylo et à la feuille? On n'est même pas encore au stylo à la feuille. On est allé plus loin parce que le bureau c'est le zéro papier. Nous-mêmes, au cours des réunions, la liste de présence, elle est émargée électroniquement. Ce n'est pas le cas des discothèques. Non, le cas des discothèques, c'est que la Côte d'Ivoire même, les créations musicales, pour parler de la musique, les créations musicales souffrent d'un péché. Parce qu'à l'époque, notre répertoire musical n'a pas été masterisé selon un certain paramétrage universel, non pas ces codes d'identification uniques des œuvres. Quand vous prenez souvent des CD que vous mettez dans votre véhicule, ça vous sort inconnu, trac. Donc, les outils que nous avions, que mes prédécesseurs avaient et qu'ils avaient mis dans certains maquis référents, n'arrivaient pas à fonctionner. Parce que l'information que nous collections était une information uniquement sur les œuvres qui avaient été enregistrées selon ces formats-là. Et c'était des œuvres étrangères. Donc, si on devait tenir compte de ces programmes, on répartirait pratiquement tout ce que nous avions aux différentes œuvres étrangères. Donc, ce n'était pas possible. Et donc, nous avons appelé la société suédoise, je crois, donc, qui est gérée par une société sud-africaine, à la faveur du Massa surpassé. Pour leur dire, ben voilà, votre solution ne marche pas. Parce que nous-mêmes, nos œuvres ne sont pas enregistrées selon le format, près de 80% de ces œuvres. Ce qui est énorme. Donc, ce qui fait que nous sommes présentement en train de lancer un appel d'offres là-dessus pour trouver des cahiers de charges bien rédigés et demander aux opérateurs, 4 se sont déjà manifestés, pour que ceux-là puissent venir numériser toutes nos œuvres avec ces codes-là et que ces œuvres-là puissent être identifiées partout dans le monde lorsqu'elles sont exploitées. Très bien. On a parlé de la répartition parce que c'est un sujet qui fait parler, mais revenons un peu à ceux qui sont membres du Burida. C'est qui, en fait? On parle des musiciens, il y a qui d'autre? Qui sont ces sociétés? Il y a les musiciens, il y a les cinéastes, il y a les peintres, il y a les dramaturges, tous ceux qui font le théâtre, et puis il y a les littéraires. C'est les 5 formes d'art. Très bien. Une fois qu'on a dit tout ça, la future question, ça va être de savoir comment le Burida, justement, s'occupe de chacun de ces secteurs. Parce que très souvent, ce qu'on observe, c'est qu'on a le sentiment que le Burida, c'est la maison des musiciens, enfin de ceux qui font de la musique. Donc justement, comment vous vous organisez pour que les droits des uns et des autres soient convenablement gérés par la maison? Les musiciens font à peu près 70% de l'effectif de nos membres. Donc, effectivement, ils sont nombreux. Dans l'ancienne configuration, l'Assemblée générale, qui est l'instance supérieure du Burida, est composée de 210 membres. Dans les 210 membres, il y a 150 qui sont musiciens. Vous comprenez déjà, hein? Donc, alors, les autres, lorsque dans un maquis, il y a un écran de télévision et qu'il y a un support de sonorisation en dehors de l'écran et que le maquis paye, évidemment que nous, dans notre répertoire, nous savons que tel maquis a payé 10 000, mais le maquis, il a une sono et il a un écran. Une télévision. Que les gens aussi viennent regarder les films. Donc, quand le maquis paye, il y a une partie qui va aller forcément donc, à l'audiovisuel. Il y a une autre qui va aller à la musique. Et les peintres, comment ça se passe pour les peintres, par exemple? Les peintres, c'est pratiquement la même chose. Quand on va dans le maquis, qu'il y a des tableaux, ou bien alors Live TV a des tableaux dans le bureau du directeur, du PDG, ou ceci, cela, ils ont des tableaux. Quand ils vont payer, on vient, on relève tout ça. Et donc, on en tient compte pour pouvoir faire la répartition. Voilà. C'est quand même très aléatoire.
pour les peintres, c'est très aléatoire. On ne peut pas savoir le nombre de tableaux qu'il y a, par exemple, à mais les artistes sont allés plus loin Qu'est-ce qu'ils ont fait? dans leur esprit de solidarité et dans le règlement de répartition. Ils ont fixé des petits taux, enfin pas des petits taux, mais ils ont fixé des taux pour tenir compte des secteurs qui sont sinistrés. C'était ça le sens de ma question. Parce que vous allez voir la suite. Qui sont, et donc, quand on fait la répartition, les peintres qui y sont également sont répartis. Alors, vous allez voir le sens de ma question, c'était ça. C'est-à-dire que là, c'est une très belle idée. Et puis, le problème se pose pour les autres catégories d'artistes. Donc, peintres, qui évoquent tout ça. Mais même au cœur des artistes, c'est pour cela que très souvent, le Burida est saisi au collet par des artistes qui n'ont pas un grand succès, mais qui pensent que le Burida devrait leur payer rubis sur l'ongle. Donc ça, c'est un vrai problème. Comment se joue la solidarité, justement, au sein des artistes? Parce que moi, quand j'ai sorti une chanson qui n'a été jouée qu'une seule fois à Radio Logoualé, excusez-moi, enfin, je ne veux pas dire, mais je ne peux pas recevoir les mêmes montants que Yodo et Siro ou Fadaldé. Donc c'est ça le... Comment on fait, justement, jouer le principe de solidarité pour que même les jeunes artistes s'en sortent, les jeunes musiciens, etc. Le Burida est une société qui est chargée de gérer les droits individuels des artistes. Très bien. C'est comme un GVC, comme je le dis à ceux qui m'écoutent. C'est un GVC et vous venez confier votre marchandise au GVC. Le GVC vend, quand il vous rétribue, c'est en fonction de la quantité et de la qualité de votre produit. Et c'est ça une maison de gestion collective des droits. Est-ce que ça, les sociétés le comprennent bien? Malheureusement, le Burida, le métier n'est pas compris et par les sociétaires, et par la population, et par, quelquefois, même les pouvoirs publics. Voilà. Donc, ce n'est pas compris. Et il nous appartient, nous, de l'expliquer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour dire que le Burida n'est pas cette maison de solidarité active-là, où on met tout ce qu'on collecte dans une cagnotte commune et on fait une division euclidienne relativement au nombre. Alors, vous avez parlé de Yodé et Siro. Oui, vous avez parlé de quelqu'un? Oui, je parlais d'un autre petit artiste. Bien sûr, donc vous-même, vous savez que ce n'est pas la même chose. Vous savez que les boîtes de nuit, quand elles payent parce qu'elles jouent de la musique. C'est ça. N'est-ce pas? Et elles jouent de la musique de certains auteurs. Bien sûr. Donc, elles achètent la musique de ces auteurs-là. Pour attirer de la clientèle. Elle achète la musique de ces auteurs. Donc, quand elle achète, on reverse. Ça, c'est de un. Mais de deux, les grosses structures, bon, comme vous êtes une chaîne, je ne voudrais on aura le temps d'en parler, évidemment. Non, on est transparent là-dessus. On va l'évoquer. Mais les grosses structures, quand elles payent, à la différence de certains maquis, elles nous donnent un programme. C'est ça. Pour dire que j'ai joué telle musique pendant tel nombre de secondes ou de minutes ou d'heures. Excusez-moi, j'ai passé tel film pendant tel nombre de minutes, d'heures. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et donc, je paye par conséquent telle somme. Vous ne pouvez pas vous amuser à aller donner de l'argent à celui qui n'est pas dans ce programme. Comment vous allez faire? Les maisons de téléphonie cellulaire qui prennent les musiques d'attente téléphonique, c'est ça. Votre musique n'a pas été jouée. Quand ces maisons-là payent, elles nous disent exactement quelles sont les musiques qu'elles ont achetées. C'est ça. Comment vous voulez y être si votre musique n'a pas été jouée? Donc, il n'y a pas d'égalité, il y a plutôt l'équité. C'est-à-dire que ceux qui sont en vogue sont ceux-là même qui perçoivent le plus d'argent de la part du Burida. C'est une évidence. Parce qu'on commercialise leurs œuvres. Moi, je veux justement qu'on revienne justement au contexte ivoirien. C'est-à-dire que vous vous dites, parce que vous savez, quand on va perdre un de nos artistes, parce que c'est quelque chose qui nous touche énormément, on les voit, ce sont nos icônes. Nous, après, je dis nous, je mets à la place du peuple, je ne cherche pas à regarder si il a été joué 15 fois au maquis. Pour moi, le Burida doit s'en occuper. Donc voilà, aujourd'hui, comment vous mettez en place un système... Par contre, ce n'est pas cela le métier. Non, j'ai bien compris, vous n'en faites pas. Je veux que vous vous adaptiez au contexte. Parce que je pense que le contexte de la SACEM en France n'est pas le même que le contexte du Burida. Parce que voilà, ils ont une autre façon de gérer ces choses dans l'espace public. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter? Bon, j'ai entendu très souvent, on a parlé d'infirmerie ou d'hôpital pour les artistes, de mutuelles, etc. Qu'est-ce que vous mettez en place qui pourrait justement permettre à des jeunes artistes ou des artistes qui ne marchent plus de continuer à avoir la tête haute? C'est d'abord de les former. De les former
sur la gestion du droit d'auteur, de les former sur la gestion de leur carrière. Aujourd'hui, avec le numérique, est-ce qu'ils sont présents, comment ils commercialisent, eux-mêmes comment ils gèrent leur vie, comment ils gèrent leurs revenus et autres. Il y a des formations multiformes qu'il faut leur donner, comment ils doivent créer bien et pouvoir se vendre. Mais on ne peut pas dire à une société qui est chargée de gérer vos droits, bon, écoutez, allez-y, ne faites plus rien, et puis bon, quand les autres vont travailler, on va prendre leur argent pour vous entretenir. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Malheureusement, peut-être que certains l'ont compris comme ça à un certain moment donné, mais avec la restructuration et le rôle qu'on nous a confié, on ne peut plus se permettre de prendre l'argent de tout le monde et puis répartir à tout le monde sans tenir compte de la réalité de l'exploitation des œuvres. Alors justement, cette incompréhension, comme vous le dites, était à son paroxysme durant la période la plus forte du Covid, où des artistes ont réclamé la solidarité du Bureau. On a entendu beaucoup d'éclats de voix, de protestations, etc. Comment est-ce que cette pandémie a été vécue par votre institution? Et aujourd'hui, après cette pandémie dont nous sortons, quels sont les défis auxquels elle se trouve aujourd'hui confrontée? D'accord. Le Bureau a beaucoup souffert et je pense que le Bureau a souffert plus que toute autre entreprise de la pandémie de Covid, puisque tous les lieux qui fournissent de l'argent au Bureau pour rémunérer les artistes, tous ces lieux ont été fermés. Les bars, les maquis, les hôtels, les restaurants, tout était fermé. Donc nous avons fait un abandon des créances de près de 6 à 8 mois. Ça peut représenter à peu près une valeur? Ça pouvait représenter plus de 2 milliards. Parce que quand nous avons relancé, et beaucoup de ces commerces-là sont partis, quand nous sommes arrivés, on était autour de 11 000, 12 000 sociétaires, enfin 12 000 clients. Et après la Covid, on est retombé pratiquement à 10 000. Il a fallu engager toute une grande prospection sur toute l'étendue du territoire pour qu'aujourd'hui, nous puissions atteindre les 30 000 clients. Et donc, nous avons beaucoup perdu. L'année dernière, en 2020, pendant la Covid, avec la reprise, nous avons pu quand même lutter pour faire à peu près 2,7 milliards de collecte. Quand en 2021, nous étions à 5 milliards de collecte. Donc vous voyez déjà à peu près ce qu'on a perdu. Mais cette solidarité, elle s'est manifestée comment? Les règlements de répartition indiquent des périodes pendant lesquelles on doit faire les répartitions. Donc rapidement, là où nous devrons répartir des sommes collectées en 2019 et autres, que nous devrons répartir dans le mois de décembre de 2020, en mars, avril, on a dû les répartir. Donc ça a pu soulager. Et je crois que le gouvernement également est intervenu, dont de Madame la ministre de la Culture, Dr Raymond Godou. Et puis ensuite, le gouvernement lui-même a mis beaucoup de fonds en place pour prendre en compte ceux dont les activités avaient beaucoup souffert. Et il y a plus de 1000 artistes, en tout cas, ont pu avoir le soutien de ce gouvernement-là à travers le fonds d'appui au secteur informel, FACI. Donc, tout ça, ça a été un élan de solidarité qui a permis de juguler un tant soit peu les difficultés. Donc, alors, rapidement, on parlait de défis. Quand vous sortez du Covid, comment vous vous projetez maintenant? Quelle balise mettez-vous? Quand on sort du Covid, on s'est dit, les artistes reprochaient au Bureau d'art de ne pas suffisamment collecter leurs ressources. Les artistes disaient qu'ils pensent qu'en Côte d'Ivoire, les lieux qui exploitent leurs œuvres sont près de 100 000. Quand dans le portefeuille du Bureau d'art, on avait 12 000. Donc, raisonnablement, la première des choses, quand nous sommes venus avec tous ces constats, nous avons mis en place un plan stratégique de développement du Bureau d'art sur 3 ans qui se composait de 4 axes. Le premier axe, la modernisation des outils de gestion. Le deuxième axe, l'optimisation des ressources. Le troisième axe, la gouvernance, la promotion de la gouvernance. Et puis le quatrième axe, le cadre environnemental dans lequel les travailleurs étaient, comment les motiver davantage. Parce que vos artistes vous disent ça, parce que ce qu'on apprend, on dit à Abidjan simplement, il y a plus de 33 000 lieux
de restauration, de vie, etc., ou quand même à exploiter une œuvre du Burida. Donc je vais profiter pour justement vous poser cette question. Oui. Comment vous mettez en place votre système de collecte? D'abord, on a parlé un peu quand même de la répartition. Comment ça se passe, le système de collecte du Burida, et quelles sont les entités qui interviennent, que vous allez, j'allais dire, contacter pour pouvoir collecter? C'est le deuxième axe, l'axe stratégique 2 sur l'optimisation de nos ressources. C'est ça. Et donc, à ce niveau-là, nous avons d'abord cherché à comprendre c'est quoi, puisque moi je ne suis pas juriste de formation, c'est quoi le droit d'auteur. Et quand mes maîtres m'ont expliqué, je me suis dit, bon, ok, si c'est ça le droit d'auteur, partout où on met en contact un public avec des œuvres de l'esprit, bon, écoutez, les salons de coiffure, les salons de couture, les restaurants, les bureaux, qu'ils soient du privé ou du public, il y a des écrans. Il y a des écrans, donc on met en contact un public, puisque c'est des lieux qui sont assimilables à des lieux publics. Vous mettez en contact vos clients avec les œuvres de l'esprit, vous devrez payer. Donc il fallait diversifier dans un premier temps donc, ces sources de financement. Nous avons donc fait une grande prospection partout en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on n'a pas pu parcourir tous les coins et recoins, mais au moins à Abidjan et puis dans les grandes villes, nous avons fait une grande prospection. La prospection s'est organisée en collaboration avec les mairies. Stratégiquement, nous nous sommes dit, la jeunesse communale connaît mieux le périmètre communal. C'est ça. Et nous avons aussi créé de l'emploi à ce niveau-là. Nous avons indiqué un profil bien clair aux différents maires et en leur demandant donc de nous fournir de la jeunesse pour aller prospecter. Et à l'issue de ces prospections, qui ont mobilisé plus de 1000 jeunes sur la Côte d'Ivoire, qui ont travaillé pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, avec des salaires de 100 000 à 150 000, nous avons pu, in fine, contractualiser à peu près 30 000 clients. Donc, vous parlez des 33 000. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ordre des 33 000. Mais il y a beaucoup, nous avons identifié beaucoup plus. Mais malheureusement, certaines personnes résignent encore à signer les contrats et à payer. Et souvent, des personnes qui siègent même souvent dans nos instances législatives et autres, qui ont des biens, mais qui ne veulent pas payer. Mais je pense que c'est parce que on aura le temps d'en parler. Ces personnes n'ont pas encore compris réellement ce que c'est que le droit d'auteur. Sinon, nous sommes convaincus qu'elles sont de bonne foi et qu'elles vont payer. Juste rapidement pour préciser à ce que vous dites, il faut en parler, il faut mettre les pieds dans le plat. Les hommes politiques qui utilisent les chansons pour rameuter du monde dans les meetings, tout ce beau monde qui utilise justement dans les cars de transport, on utilise des chansons, on passe des films, etc. Écoutez, tout ça, ce n'est pas gratuit. Merci. Il faut venir au Burida vous mettre, j'allais dire, en règle. Tout ça, Alain. Est-ce que le Burida ne serait-il pas plus efficace en épousant, par exemple, la carte administrative du pays qui comporte 31 régions et 14 districts? Est-ce que vous avez des délocalisations ou des entités régionales, ce qui permettrait quand même de faire un travail un peu plus affiné et plus efficace? Oui, effectivement, dans le plan stratégique de développement, nous avons prévu l'ouverture de certaines agences à l'intérieur. Nous avons au total 17 agences, dont 10 à Abidjan. Et puis 7 à l'intérieur du pays. Et ça ne suffit pas. On vient d'ouvrir à Boisflé, ça ne suffit pas. Mais nous sommes en train de diversifier notre partenariat et nos différents partenariats. Vous voyez que pour la collecte dans les villes, nous avons signé des conventions, une convention avec l'UVUC aussi, et nous signons des conventions sectorielles avec les différentes mairies. Et ces conventions-là permettent aux mairies de collecter pour les nouvelles redevances que nous avons donc créées, les redevances sur les mariages, sur les baptêmes, sur les anniversaires, sur l'espace communal, tout ce qui est séances occasionnelles, animations occasionnelles, et les mairies sont en train de nous aider. Nous sommes allés plus loin, nous avons signé avec le secrétariat d'État aux affaires maritimes pour percevoir non seulement sur les navires qui rentrent en Côte d'Ivoire, puisqu'ils ont aussi des supports de sonorisation, des supports de diffusion, il y a des chambres et autres sur les bateaux, donc de pouvoir percevoir pour nous et de percevoir aussi sur les flux, comme on appelle les berges lagunaires, fluviales et autres. Donc nous avons signé cette convention. Nous avons signé une convention avec les radios de proximité en Côte d'Ivoire, l'URPCI, des conventions avec les pharmaciens, les compagnies aériennes aussi. Donc, les compagnies aériennes. Donc, nous sommes en train de diversifier tout cela, vous voyez. Ouais. Et donc, après cela, nous également, nous sommes sur le terrain pour sensibiliser. Le tout,
c'est d'abord la sensibilisation. Parce que j'échange aussi avec des grands responsables de société qui ne comprennent pas pourquoi j'ai un seul écran chez moi, c'est fait pour que je m'informe, vous voulez que je paye. Je dis oui, c'est vrai. Mais vous dites que vous ne faites pas du commerce. Mais le lieu où votre écran se trouve, c'est un lieu public. À la maison, chez vous, on ne vous dit pas de payer le Bureau. Très bien. Mais là où vous accueillez du monde, ce monde-là, quand il vient, il jette aussi un coup d'œil sur votre écran. Très bien. En tout cas, vous l'avez dit, un autre axe important, c'est aussi la sensibilisation. L'émission, c'est avec le directeur général du Burida face à la Côte d'Ivoire pour permettre justement aux Ivoiriens de s'imprégner de ce sujet-là, de comprendre la subtilité d'une maison de gestion des droits d'auteur. Première partie, en toute vérité, il a dit ce qu'il pensait. Deuxième partie, ce sera tout à l'heure, quand nous vous permettrons vous-même, depuis chez vous, d'interagir avec notre invité et le public, qui sont très nombreux, les artistes qui sont venus. Sans doute que beaucoup auront des questions à poser au directeur général du Burida. Marquons une pause et nous nous retrouvons dans quelques minutes. Nous sommes de retour sur le plateau de Face à la Côte d'Ivoire. Nous sommes en compagnie du directeur général du Burida. Vous le savez, il y a deux questions importantes. La question morale à gérer dans cette affaire des artistes et des créateurs et évidemment la question patrimoniale, puisque nous reconnaissons moralement qu'ils sont propriétaires des œuvres, mais d'un point de vue patrimonial, il faut les rétribuer. Et c'est de cela qu'on parle ici même avec le directeur général du Burida qui nous fait la gentillesse d'être avec nous. Toussaint Alain l'a dit, je l'ai sans doute dit aussi, on dit ah, Burida, on en a parlé, des artistes, certains même sont y allés faire le pied de grue, tout le temps, voilà, la gouvernance du Burida a posé problème à un certain moment, Toussaint Alain. Monsieur le DG, Oui. est-ce que tout cela est loin maintenant? Toutes ces histoires, ces grèves de la faim d'artistes qui réclament plus de droits, de considération, un droit de regard sur la gestion. Il y a eu pas mal de changements, chamboulements à la tête de cette institution. Oui, j'avoue que je n'ai pas suivi le conflit parce que malheureusement, je ne suis pas sur les réseaux. Et donc, ce n'était pas sur les réseaux, c'était dans la ville. Tout le monde en parlait, dans les journaux, à la télévision. Je ne savais pas. Vraiment? Au Trésor public, on a tellement fait. Oui, parce que vous étiez... n'avait pas. C'est quand je suis arrivé que j'ai commencé à lire sur le Burida, et c'est en toute sincérité. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait eu des problèmes et autres. Pour la petite histoire, pour moi, le Burida, c'était Etrani. Oui, c'est ça. Burida, pour moi, mais il y a longtemps. Ouais, mais moi, c'était ça dans ma tête. Si bien que quand je voyais ces publicités partout, moi, c'était Etrani. Donc, je ne savais pas grand-chose. Mais après, j'ai compris que des artistes se sont plaints, qu'ils n'avaient pas été bien rétribués. Et puis bon, quand nous sommes arrivés, on a regardé. La rétribution, c'est la répartition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre cela transparent. C'est ça. Il faut rendre cela transparent. Et puis, il faut chercher beaucoup plus de moyens. Si on a beaucoup plus de moyens aujourd'hui sur le Burida à 20-30 milliards, c'est sûr que bon, il y aura de moins en moins de plaintes. Mais ce que je note, c'est que je suis arrivé à un moment, à une conjoncture favorable, où bon, peut-être que quand on a fini de se battre, on est en train de respirer. Et je suis arrivé à ce moment-là. Mais pour dire vrai, je n'ai pas de mérite particulier. Je suis vraiment arrivé à une période où la calmie venait. Vous appelez ça conjoncture favorable, c'est bien, c'est gentil, mais on sait que les artistes en ce moment, il y a une sorte d'union sacrée, on le voit comme ça, nous sommes des observateurs autour de ce qui se passe autour de vous et du Burida actuel, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut qu'on se prononce quand même sur la question de la gouvernance. Aujourd'hui, vous êtes directeur général, il y a un conseil de gestion, de gouvernance qui est présidé par l'illustre Tiburce Kofi. Alors, c'est quoi aujourd'hui? On devrait s'attendre à quoi dans la gouvernance du Burida? Est-ce que dans 1 an, 2 ans ou dans 3 mois, il va y avoir des changements à ce niveau-là, en termes de représentativité des artistes, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois? Non, il y aura absolument des élections pour mettre en place le schéma qui est dessiné dans les différents décrets. Voilà, une nouvelle Assemblée générale, donc ensuite un nouveau conseil d'administration, et puis bon, un nouveau président certainement. Mais dans combien de temps, en ce moment, je ne saurais le dire parce que présentement, la mission qui est assignée au conseil n'est peut-être pas encore achevé. Moi, je suis un exécutant. Bon, je ne peux pas trop prendre parti dans ce débat-là. Mais pour moi, le Burida, il fallait également changer les approches. C'est ce que nous avons mis dans notre premier
dans le premier point de notre plan stratégique de développement, qui est celui-là même qui devrait nous permettre d'échanger la manière de gérer, de rendre beaucoup plus fluide l'information. Donc aujourd'hui, vous pouvez enregistrer vos œuvres en ligne, faire vos déclarations en ligne, faire vos dépôts provisoires en ligne. Vous pouvez également adhérer au Buruda en ligne. Nous sommes en train de renouveler les cartes des membres parce que beaucoup de cartes des membres aussi se sont trouvées dans les mains des personnes qui n'étaient pas concernées par la création. Donc, c'est une carte intelligente, une carte magnétique, une carte qui fait l'état civil, qui fait le répertoire et qui fait également la monétique. Donc, partout où vous êtes, lorsqu'on met vos fonds à disposition, que vous soyez à Tengrela ou aux États-Unis ou à Tafiri chez moi, vous pourrez introduire dans un guichet pour vous faire payer. Donc, pour moi, c'était ça. La gouvernance, il y a aujourd'hui le ministère, il y a le conseil de gestion et de restructuration, il y a le directeur général, il y a le commissariat aux comptes. Nous venons même également de nous doter d'un auditeur interne. La jeune dame, elle est là pour nous aider à améliorer toute l'exécution de nos procédures. Et nous nous sommes inscrits également dans la qualité. Nous sommes en train d'implémenter un système de management de la qualité pour aller à la certification du Buruda. Avec Bureau Veritas. Voilà, et le Trésor public nous y accompagne. C'est sûr que nous allons revenir sur tout ça. Je ne vous ai pas oublié, très cher public. Enfin, si, un tout petit peu. Je reviens à vous, puisque vous le savez, cette émission donc, vous permet de prendre la parole, soit de chez vous à travers Facebook ou dans cette salle, dans cet auditorium. Ouvrons maintenant l'instant public que nous avons bouffé un tout petit peu. Et avec nous ici même, dans ce studio, nous avons des journalistes ou des observateurs ou des artistes. Quelqu'un, monsieur le directeur général, va vous poser une question. Vous allez vous présenter. Bonjour. Bonjour monsieur, je suis Mohamed Konaté, journaliste culturel. D'accord. Voilà, j'aimerais rebondir sur... On ne vous entend pas très très bien. Vous m'entendez? Oui, voilà, allez-y. Voilà, j'aimerais rebondir un peu sur la confiance entre le Buruda et les artistes, les détenteurs de droits d'auteur. Monsieur le DG, dans votre développement, vous avez dit que la confiance entre le Buruda et les détenteurs de droits d'auteur a été corrompue. Qu'est-ce qui explique véritablement cela et quelle est votre approche pour renouer en quelque sorte cette confiance qui a été corrompue là? Pourquoi la confiance a disparu? Ça, comme je n'étais pas là, je ne peux pas vraiment le savoir. Ce que je sais par les réseaux, quand j'ai commencé à lire là-dessus, c'est que des artistes se sont plaints qu'ils n'avaient pas été répartis suffisamment. Peut-être que ces artistes qui se sont plaints avaient peut-être raison, mais peut-être qu'ils avaient aussi tort. Peut-être qu'à ces artistes, on n'a pas expliqué le schéma de la répartition. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, nous avons mis des outils en place. Après une répartition, d'ailleurs, la répartition, on l'a fait publiquement, on tient une conférence de presse à chaque répartition pour annoncer les tendances et autres, pour dire qui, voilà. Donc, après cette répartition, chaque 3 mois, on le fait. Hein, si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous avez, vous faites une réclamation. Et le process que j'ai mis en place, quand vous faites la réclamation, je l'impute directement à la directrice de la répartition, qui est chargée de rentrer en contact avec celui qui a porté la réclamation, qui l'invite à une séance de travail. Et les deux s'expliquent. Quand ils ne s'entendent pas, moi, directeur général, je viens également pour participer à la séance. Quelquefois, nous pouvons avoir tort. Comme dans la plupart des cas, nous avons aussi raison. Mais la leçon qu'on en tire, c'est que l'artiste n'a pas l'information véritablement. L'année dernière, il y a une artiste de la zone d'Alépé qui était très jouée là-bas et autres, bien connue, et qui est venue me dire, DG, alors dans la zone, moi on me joue partout, je suis partout, on me connaît partout, mais quand on fait les répartitions, je n'ai rien. Quand on a regardé, au niveau d'Alépé et des zones, le Buruda ne collectait quasiment rien. Si on vous joue dans une zone et que nous n'arrivons pas à collecter, nous n'allons pas vous répartir ce que nous avons collecté chez les autres qui nous ont donné des programmes. C'est un défaut de déclaration alors? C'est un défaut. Nous sommes peut-être responsables, mais parce que nous n'avons pas ce don d'ubiquité-là pour être partout.
nous sommes en faute parce que aussi nous n'avons pas les moyens matériels, humains pour aller détecter toute occasion où il y a l'utilisation des œuvres de l'esprit. Ça, on le leur concède. Mais en même temps, ils sont aussi fautifs. Et c'est ce que j'ai dit aux sociétaires. Quand vous devrez aller dans un spectacle, c'est de le déclarer. Déclarez-nous le spectacle. Ouais. Même a posteriori, on peut poursuivre l'organisateur. Surtout qu'aujourd'hui, il y a un décret qui a été pris sur les organisateurs des spectacles. Donc, on va les poursuivre. Mais si vous vous contentez de votre cachet et vous partez vous produire, lorsqu'on répartit, vous ne pouvez pas en bénéficier parce qu'on n'a pas perçu. C'est clair. On va permettre à un autre journaliste ou à un autre membre du public de poser une question. Bonsoir à tous, je suis Christian Gueye. D'abord, je voudrais savoir, est-ce que le Burida a des contraintes concernant la copie privée? Et pourquoi jusqu'à là, cette question de copie privée peine à se positionner? Ça, c'est la première. Secondement, d'accord. Sur la question du pourcentage, du Burida, le Burida a un certain pourcentage et les artistes ont un certain pourcentage. Et vous avez parlé de revoir les choses. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir le pourcentage qui est comme au Burida. Parce que je prends un exemple. 100 millions de francs CFA, 35 millions pour la gestion des membres du Burida qui sont peut-être de 200 personnes. Et 70 000 personnes qui doivent se partager 75 millions. Donc là, c'est un problème en fait. Très bien. On a compris votre préoccupation. Déjà, vous avez bien compris, c'est une question qu'on aurait pu vous poser. Ça concerne justement les frais de gestion liés justement à la collecte, liés à tout ce que vous gérez autour du Burida. C'est-à-dire que l'institution Burida, ce qu'elle engage comme fonds pour pouvoir collecter et travailler pour les artistes, ça représente combien? Parce qu'en plus, il y a des règles au niveau international. Ça représente combien aujourd'hui les fonds que vous injectez au niveau administratif? Il faut dire que les frais de gestion sont fixés par les artistes. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est combien? Aujourd'hui, quel est ce taux? 35%, sur ce qui est maquis et autres. Sur la copie privée, c'est 15%. Sur les DRM, c'est pratiquement 10%. Les DRM, c'est les droits de reproduction mécanique. Ce n'est pas systématique. En fonction des droits, les artistes eux-mêmes, en Assemblée générale, ont fixé les montants. Donc, ce n'est pas l'employé que nous sommes là, les employés que nous sommes, qui fixons les frais de gestion. Non. Alors, tous ces frais ce sont les artistes. Alors, tous ces frais que vous collectez ici et là représentent combien pour faire fonctionner le Burida? Quels sont les frais de gestion du Burida aujourd'hui? Ça représente combien on a collecté l'année dernière 5 milliards en 2021. Donc, c'est à peu près 1,5 milliard pour faire fonctionner la maison. Y compris les investissements que nous faisons. Y compris le siège avec le Burida nouveau, le siège que nous sommes en train de reconstruire. Y compris les ouvertures, vous en avez parlé. Il faut être un peu partout. Un peu partout dans le pays. Y compris tout cela. Mais nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Culture et de la Francophonie pour que, et les deux ministres sont favorables, la nouvelle qui vient d'arriver, elle est très favorable également, que le personnel de la culture dans les régions, comme vous en avez parlé, dans les régions, puisse prêter main forte à la collecte des droits des artistes. Okay. Et c'est une très bonne disposition. Maintenant, il avait parlé également de la copie privée. Oui. La copie privée, c'est 3% sur le coût CAF, c'est-à-dire le coût assurance, fret, voilà. Sur le coût CAF, des outils ou des supports qui sont importés. Et aujourd'hui, nous avons mis une stratégie en place pour que la collecte soit imminente, qu'elle soit effective. Mais le décret il a été adopté, il a été signé, mais il n'a pas encore été publié. Donc, il sera certainement dans ces temps-là. Pour être opposable au tiers, il faut qu'il soit publié dans le journal officiel et c'est seulement 3 jours après qu'il peut être opposable au tiers. Donc, nous avons mis une stratégie en place. Monsieur le directeur général des douanes nous y aide avec le directeur de la réglementation, le colonel Awede, avec qui nous avons eu de nombreuses déjà des séances de travail et nous repartons dès la semaine prochaine pour asseoir tous les outils
qui nous permettront donc de faire ces déclarations. Et nous avons, comme au Burida, nous sommes au zéro papier, nous avons déjà développé une application qui permettra à tous les importateurs occasionnels ou permanents de renseigner et de payer même en ligne. Merci, monsieur le directeur général du Burida, Karim Ouattara, de répondre comme ça avec toute votre passion et toute franchise aux questions que nous posent ici même nos spectateurs. On continue de parler du Burida juste après une pause et nous vous retrouvons, très chers auditeurs, très chers téléspectateurs. L'auditorium de Live TV accueille un jeudi sur deux un invité de marque ou un invité qui a à voir avec la Côte d'Ivoire pour parler de notre marche ensemble. Et vous savez, la question des artistes, la question de la création des œuvres de l'esprit est un marqueur justement national. Et il est bon que cela soit donc débattu en toute franchise. Et le directeur général ici même, Karim Ouattara, débat avec nous. Tout ça là, après cette pause, je voulais juste le relancer. Tout à l'heure, il parlait des fonds pour faire fonctionner le Burida. Je voulais savoir, l'État ajoute quelque chose à la cagnotte ou pas et combien? Non. Alors, ça, c'est intéressant. Si l'État n'ajoute pas, je vais vous poser une question sur le modèle, justement, de gouvernance du Burida. Qu'est-ce que l'État a à regarder ce qui se passe dans le Burida? Pourquoi ne pas laisser la chose aux artistes à partir du moment où, écoutez, il n'investit pas, mais il a plutôt des représentants qui sont là. Tout ça, ça coûte de l'argent. Est-ce que vous pourriez envisager une sortie de l'État du Burida comme cela existe ailleurs, pour que ce soit seulement l'affaire des créateurs? L'espoir de tous les artistes aujourd'hui, c'est la rémunération pour copie privée et la rémunération pour reproduction par reprographie. Oui. C'est seul l'État qui peut décider cela. Oui, c'est le législateur. Oui, il décide, mais la gestion, l'opérationnel, le fonctionnement peut être l'affaire des artistes. Depuis que nous existons, on n'a jamais perçu parce que l'État ne l'a pas fait. Et puis, comme je l'ai dit, le Burida a deux missions. Il y a une mission de service public que le Burida accomplit, qui est celle de pouvoir réfléchir sur la politique des droits d'auteur, de la gestion des droits d'auteur. Donc, dans les pays, c'est scindé. Il y a une structure administrative qui s'en occupe, et puis il y a des structures privées qui se chargent de la gestion et autres. Mais ailleurs, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, parce que quand l'État y est, au moins l'État peut avoir des moyens de coercition. Vous voyez. Mais l'État est allé plus loin. L'État même a prévu la création de deux structures. Lorsque l'État constatera que la maturité est certaine et que les deux structures peuvent se prendre en charge, l'État aidera. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de négocier avec l'État pour que l'État même puisse également s'acquitter de l'utilisation qu'il fait. Et le dossier est très bien avancé. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État est très sensible à la chose avec le directeur général du budget. C'est-à-dire ce sont des entités de l'État qui doivent de l'argent au Burida qui ne sont pas encore acquittées de leurs droits. Puisque dans les services de l'État également, il y a ces écrans, l'État lui-même organise des fêtes et autres, tout. C'est pour mettre ça dans un cadre bien formalisé pour que chaque année, que l'État puisse débourser. Mais au début du Burida, c'est l'État qui contribuait au fonctionnement du Burida. Très bien. Aujourd'hui, ce sont les artistes à travers justement la collecte. Il est avec nous, c'est le président de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, Philippe Cla. Je vais poser une question au DG. Je salue d'abord le travail du DG. Un gros travail qu'il a depuis qu'il est là. De 2 milliards, il est passé en 2021 à 5 milliards. C'est énorme. Il a dit tantôt, le Burida n'est pas la solidarité, ne fait pas de solidarité. Malheureusement, lorsqu'il arrivait aux affaires sous le ministre Bandama, il y avait une sorte de solidarité qu'il fallait installer. C'est-à-dire, le ministre avait décidé qu'il y ait un fonds équitable pour tous les artistes de base. Ce fonds a pu disparaître. Cette façon de faire a pu disparaître. Peut-être que le DG l'aura compris. D'accord. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est vrai qu'il n'y a pas de solidarité, mais depuis, on est dans un conseil de gestion provisoire qui dure. Il y a beaucoup de bruit, le DG l'a dit, les agitations sont passées, mais il y a encore du bruit parce que depuis le ministre Bandama,
qui avait donné mandat à ce conseil de gestion provisoire, qui était de 6 à 12 mois. On est passé de la ministre Goudou à la ministre Raymond Aled Badou. Aujourd'hui, on est à une nouvelle ministre. Est-ce que le Burida n'ira pas encore plaider auprès de la nouvelle ministre pour une rallonge du mandat du comité de gestion? À quand la fin de ce comité-là? Oui, vous en avez parlé tout à l'heure. Et aussi, les membres, une dernière question. les sociétaires du Burida estiment que les membres du conseil de gestion provisoire sont payés jusqu'à 300 000 francs, ce qu'ils dénoncent d'ailleurs. Très bien. Qu'est-ce que le DG répond à toutes ces cela? Donc, voici toute une série de questions. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de noter. Philippe a la réponse à toutes ces questions. Je pense qu'il le fait pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Ce que je voudrais dire déjà, c'est que je n'ai pas dit que le Burida ne fait pas de la solidarité. J'ai dit que le Burida n'a pas, sa vocation première n'est pas la solidarité. C'est de donner les autorisations, de percevoir et de répartir à ceux dont les œuvres ont été exploitées. Sinon, le Burida fait de la solidarité, puisque quand un artiste est malade, il arrive que nous puissions agir. Il y a la présidente de la commission sociale, Mme Antoinette Kona, qui est dans la salle. Quand un artiste décède, le Burida participe. Aujourd'hui, il y a une assurance maladie pour les artistes qui fait 264 000 francs l'année, à laquelle le Burida participe à hauteur de 60 000, le ministère participe à hauteur de 60 000, il ne reste que 144 000 à la charge de l'artiste, pour lui, son conjoint ou sa conjointe, et puis 5 de ses enfants. Donc le Burida fait tout ça, vous voyez. Alors, concernant la question sur l'opportunité de l'existence du comité de gestion et autres, moi je ne suis qu'un employé. Moi je ne suis qu'un employé. Donc, peut-être le jour où vous aurez l'occasion, l'opportunité de poser la question au président du conseil ou aux autorités supérieures, peut-être qu'elles vous répondront. Mais je sais qu'ils sont venus pour faire une restructuration. Et si l'autorité estime que la restructuration n'est pas encore achevée totalement, pourquoi vous voulez que l'autorité puisse laisser le DG seul gérer? Ça va être compliqué. Et moi, je ne voudrais pas être dans cette situation où être là à décider de tout sans contrôle au-dessus. Très bien, mais très rapidement sur l'affaire des 300 000 francs. Ceux qui participent touchent 300 000 francs par mois ou c'est par présence à un conseil? Qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est fixé par l'État. Mais est-ce que c'est par mois ou c'est par conseil? Par mois. Très bien. C'est par mois, c'est pas par combien? Conseil. Mais ceux qui étaient là avant, quand c'était chaque 3 mois, c'était chaque 3 mois. Quand on fait le ratio, c'est pratiquement la même chose. C'est parce que là, c'est par mois. Ça a été mensualisé. Vous voyez, voilà, ça a été mensualisé. Très bien. Une autre question, mais avant, Gogo, que vous nous parliez, est-ce que la régie peut nous envoyer une question internaute? Jean-Romain Badinga-Mac. Monsieur le DG, est-ce que les églises, alléluia, sont tenues de payer des redevances au Burida? Oui, et nous avons été saisis depuis l'année dernière par l'association des chantres et les différents chantres que lorsqu'on répartit, ne touche pas grand-chose. Et ils nous ont dit, nous sommes les vendredis, les samedis, les dimanches en train de chanter, disons en train de chanter. Donc nous-mêmes, nous allons prendre attache avec nos différents clergés, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient évangéliques et autres, pour voir comment ça peut se régler. Et je pense que le débat, il est beaucoup avancé. Très bien. L'Ivoirien ou tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire doivent retenir que quand vous mettez un public en contact avec une œuvre de l'esprit, vous êtes en train de contrevenir à la loi, vous êtes un pirate. Vous êtes en train de faire du piratage si vous n'avez pas l'autorisation préalable du Burida. Très bien. Donc le piratage, ce n'est pas seulement aller vendre des CD dehors ou des clés USB dehors. Et d'ailleurs, le commissaire, on lui a demandé d'être très vigilant. Et je profite de l'antenne pour dire à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, que si vous achetez un produit qui n'est pas stické, qui n'a pas l'hologramme du Burida, qui n'a pas le sticker, vous encourez la même peine que celui qui est en train de le vendre. Et le comité va saisir dans les points de vente, surtout dans les stations, à l'entrée des villes, il va prendre des Ivoiriens. Ils vont subir la rigueur de la loi. Donc il faut faire attention. Ça, nul n'est censé ignorer la loi. Mais sur ça, quelle est aujourd'hui, parce qu'il est arrivé un moment où il y avait une forte explosion
de ce phénomène. Aujourd'hui, on en est où, le commissaire là? Est-ce que le phénomène est toujours à peu près la même chose, ça a un peu baissé? Et qu'est-ce qu'on a fait pour baisser ça? Oui, nous sommes en train de sensibiliser les Ivoiriens toutes les fois que nous avons l'antenne, enfin, toutes les fois que nous avons la parole, pour leur dire attention, attention, vous courez le risque vous-même d'aller au violon. Courez le risque. Donc je pense que de plus en plus, avec la qualité aussi et les coûts des œuvres qui ont baissé, donc, du coup, l'Ivoirien préfère acheter quelque chose d'original. Très bien. Et donc, il faut réfléchir à tout ça, peut-être trouver des produits qui soient à moindre coût et freiner ce fléau-là. Une dernière question avant donc la dernière intervention du directeur général Karim Ouattara. Gogo Julien. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur le directeur, monsieur Karim Ouattara. Ma question est la suivante. Nous avons parcouru la liste du conseil de gestion du Buruda. Et ce que nous avons constaté, qui nous a vraiment choqué, c'est que nous avons des artistes peu connus ou méconnus d'une certaine époque qui figurent sur la liste. Lesquels? Alors, je cite certains. Vous avez, par exemple, Stizo, qui est déjà un artiste de mon époque, de 1992, par exemple, 1996. Est-ce que les artistes, il y a certains artistes qui sont faits pour gérer le Buruda et d'autres pour chanter? Je ne retrouve pas sur la liste des artistes en vogue, par exemple. J'ai parcouru la liste et j'ai retrouvé des artistes d'une certaine époque. Tant que c'est une question, je ne pense pas que c'est une accusation, c'est une question. Moi, je pense que voilà, c'est la première question. Vous avez une autre question? Oui. Il faut qu'on soit court parce qu'on a... La dernière question, rapidement. Oui. Les CD continuent d'être vendus dans les espaces bien connus, à Djamé, Renault, devant les mairies. Pourquoi on ne réagit pas aussitôt alors qu'on voit ces CD en bordure de route? C'est la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que le phénomène est suffisamment combattu? Et puis... est-ce que la question que Gogo pose, elle peut paraître un peu comme ça, très directe, est-ce qu'il y a une catégorie d'artistes faits pour chanter et d'autres pour gérer? Oui. Voilà, donc c'est quoi en fait la réponse de l'institution par rapport à ça? Comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui ai nommé le Conseil de gestion et de restructuration. Moi, je suis un employé du Bureau ivoirien du droit d'auteur. D'accord. Voilà, donc ceux qui sont mes patrons, les artistes et autres, le conseil de gestion et les artistes, ça vraiment, je ne peux pas rentrer dans des commentaires les concernant. Très bien. Vraiment, je m'excuse. Ça, on est d'accord. Vous êtes dans l'action. Comment ça se passe, le combat contre justement ces vendeurs de CD à tout va dans nos villes? Le commissaire est là. Oui. Le vendredi dernier, le samedi dernier, je crois que les journalistes, vous êtes journalistes, essayez de rentrer dans ce réseau-là. Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'amertume parce que nous avons commencé à sévir. Évidemment que quand j'ai été nommé, je ne pouvais pas m'attaquer à toutes les urgences en même temps. Il a fallu les sérier. Et c'est maintenant donc que j'ai décidé véritablement, après avoir mis les outils de gestion assez efficaces, je me tourne maintenant vers le piratage des œuvres de l'esprit. Est-ce que la meilleure réponse ne serait-elle pas de créer de vrais circuits de distribution de la musique? Des points de vente de musique en accord, par exemple, avec la Poste, avec des pharmacies, avec des librairies, etc., pour mettre en dépôt ces œuvres musicales. C'est une bonne idée. Nous sommes allés même au-delà. J'ai demandé au commissaire qu'on puisse faire un atelier avec tous les sachants, y compris avec ceux-mêmes qui s'adonnent à cette pratique-là. Pourquoi les jeunes gens ont des CD qu'ils vendent et autres pour avoir 500 ou 200 ou 300 francs et qui courent le risque d'aller en prison? Si nous, on leur donne également ces mêmes CD au même coût et qu'on leur donne leur marge bénéficiaire là-dessus, est-ce qu'ils ne vont pas vendre des œuvres licites? Donc nous sommes en train de faire toute cette réflexion avec ceux qui sont dans le réseau. Pourquoi ils sont dans le réseau? Parce que pour moi, pour lutter efficacement contre le piratage, là, ce n'est pas de faire ces actions sporadiques. C'est aussi de conscientiser les acheteurs, les consommateurs, qui vont dire, au moment où j'en ai besoin, je veux l'avoir tout de suite. Mais si on prend 2 ou 3 personnes à Yopougon, dans les stations là, qui sont en train d'acheter, pendant qu'ils sont en train de voyager, et que leur voyage est annulé à cause de cela, ils se retrouvent violents, je pense que petit à petit aussi, ça va agir. Mais c'est un problème qu'il faut cerner globalement et puis apporter une solution définitive et durable. Monsieur le directeur général, je vais vous permettre de, si vous avez une adresse, une dernière pour cette émission, ce serait laquelle? Que l'opinion et que nos sociétaires fassent confiance à nouveau à leur structure. Parce que nous sommes en train de changer les mentalités. Nous avons ce que nous appelons dans le nouveau concept le Buruda nouveau. Le Buruda nouveau avec des mentalités nouvelles. Le Buruda nouveau avec des méthodes et des outils modernes de travail et transparents. Le Buruda nouveau avec un nouveau siège. Le Buruda nouveau avec ses hommes et ses femmes superbement habillés
le Burida nouveau avec des citoyens qui sont civiques, qui respectent les valeurs de la République. C'est pourquoi d'ailleurs, chaque lundi, premier lundi du mois, nous faisons le salut aux couleurs pour imprégner cette rigueur-là. Le Burida nouveau avec l'assermentation de nos agents. Des agents. Nous les avons assermentés et nous continuons. Le Burida nouveau qui est devenu l'agence en Afrique de l'Ouest et la deuxième, la troisième agence en Afrique à pouvoir délivrer les codes d'identification unique des œuvres de l'esprit. Très bien. Le Burida nouveau, le Burida de la certification. Nous demandons à nos sociétaires de faire confiance. L'État commence à nous faire confiance. L'État a signé les décrets pour la reprographie, pour la copie privée. L'État attend de voir que nous sommes capables de gérer dans le silence et de bien gérer pour nous accorder encore beaucoup d'autres choses. Faisons confiance à nouveau, prenons le pari de réussir le développement de cette structure pour accroître le revenu des artistes qui sont ceux-là qui pérennisent la culture d'un pays. Merci, monsieur le directeur général des artistes. Oui, parce que une prestation d'artiste ne va pas sans applaudissements. C'est vrai qu'il est arrivé là, c'est un financier, il a quitté un monde assez triste. Non, je provoque un peu les financiers. Il est arrivé dans un monde où il y a un peu plus de joie, où il y a un peu plus de, j'allais dire, de reconnaissance du talent. Et aujourd'hui, les artistes sont très contents de savoir que leur directeur général est engagé résolument pour leur donner un nouveau visage à cette maison du Burida qui peut encore faire des performances énormes pour le bien-être des artistes. Merci à vous, merci Toussaint Alain, vous le sociétaire. Je regarderai votre prochaine fiche de paye au Burida pour savoir si c'est un peu de ça qu'il est question. C'est vrai que cette émission est très détendue, mais elle est très sérieuse. On a parlé de la culture ivoirienne, de la créativité ivoirienne. On vous donne rendez-vous dans 2 jeudis pour que nous parlions encore de notre chère Côte d'Ivoire. Restez sur Live TV, la télé sans filtre. Ici, on parle de tout sans phare. Merci à vous et à très bientôt.